Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de Demain à la Une face aux attaques terroristes qui ont visé Paris le 13 novembre et tout ce qui a suivi comme débat, changement de loi, état d'urgence, arrestation et même enquête. Nous avons décidé de consacrer ce nouveau numéro à la France au lendemain de ce vendredi 13 novembre qui a fait à ce jour 130 morts. J'ai donc le plaisir d'avoir à mes côtés mes collègues et confrères pour en débattre. Tout d'abord notre grand reporter Mathieu Mabin qui va nous parler de tous les changements à venir sur le plan politique et légal en France. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. En face de vous, Mostafa Tossa, rédacteur en chef de Monte Carlo Doualiya, avec lequel nous allons discuter des contours des alliances que la France va passer avec les grandes puissances, mais aussi avec le monde arabe pour faire face à la menace terroriste de Daesh. Bonjour Mostafa. Bonjour Aziza. Avec nous aussi notre spécialiste des mouvements djihadistes, notre collègue Wassim Nasr, avec lequel nous essaierons aussi d'en savoir un peu plus sur Daesh et sur le profil de ces terroristes qui menacent la France et les Français aujourd'hui. Bonjour Wassim. Merci d'être avec nous. Et puis en deuxième partie, nous serons rejoints par Caroline de Camaret, notre spécialiste Europe, qui viendra donc nous expliquer, elle, de son côté, la réponse européenne et le soutien de Bruxelles et le soutien que peut apporter Bruxelles à Paris dans cette épreuve. Je commence tout d'abord avec vous, Mathieu. L'état d'urgence a été décrété en France et sur tout le territoire français au lendemain des attaques du 13 novembre. C'est une mesure inédite qui a été prorogée cette fin de semaine par le Parlement français, qui en a profité aussi pour toiletter la loi dont on parle du coup depuis vendredi. C'est la loi du 3 avril 1955. De quoi s'agit-il? Oui, la loi du 3 avril 1955. Vous vous souvenez dans quelle posture la France était en 1955? On était au début de la guerre d'Algérie. À l'époque, l'Algérie était un territoire français où la loi française était donc appliquée. Et il fallait faire face à l'époque, les gouvernements de l'époque devaient faire face à ce qu'ils qualifiaient de menaces terroristes face à des groupes du Front de Libération Nationale algérien. Évidemment, la France d'aujourd'hui n'est pas la France de 1955. La problématique est fondamentalement différente. Il fallait donc adapter ce texte. Nous nous en souvenons, c'est déjà de l'histoire, parce que l'histoire s'en souviendra. Le président de la République, François Hollande, a proclamé l'état d'urgence dans les heures qui ont suivi ces attaques. C'est effectivement un fait exceptionnel. Ça n'est pas totalement inédit. À deux reprises dans le passé, mais... Parce qu'il est inédit sur tout le territoire Absolument, français. Tout à fait. Bon. Concrètement, l'état d'urgence avait été proclamé il y a quelques années en Nouvelle-Calédonie pour faire face à des émeutes un petit peu violentes. Effectivement, durant la guerre d'Algérie, cette loi a été utilisée régulièrement. Concrètement, elle signifie quoi? Elle signifie, on ne va pas se parler entre experts, on va se dire un peu la vérité. Ça signifie que les magistrats, les hommes de loi, font deux pas en arrière pour laisser la priorité aux hommes d'action. Voilà. Ce qui, dans une démocratie, n'est pas du tout anodin. Vous imaginez bien que les magistrats français, qu'ils soient magistrats en exercice ou qu'ils soient les gardiens de la conscience nationale, je pense notamment au garde des Sceaux, par exemple, oui. Je pense au Conseil constitutionnel, ces hommes et ces femmes-là n'accueillent pas la proclamation d'état d'urgence avec une parfaite sérénité. Dès lors que les hommes d'action, les hommes d'armes, les policiers, les gendarmes, les militaires, les agents de renseignement prennent le pas sur les hommes de loi, alors il est raisonnable de s'inquiéter un petit peu. Il est raisonnable de s'inquiéter pour l'exercice de la démocratie. C'est d'ailleurs au cœur des préoccupations des hommes politiques français aujourd'hui. Alors ça, c'était en interne, Wassim. Sur le plan international, François Hollande donc, annonçait dès les premières heures, notre ennemi, c'est Daesh. Du coup, depuis vendredi, la décision a été prise d'intensifier les frappes françaises en Syrie. Alors essentiellement à Raqqa depuis le début. C'est pour se concentrer sur des bases de campement, des centres de Daesh, etc. Mais la question aujourd'hui, quand on regarde la liste des terroristes qui ont attaqué Paris, plusieurs d'entre eux sont français. Omar Ismail Mostafaï, Salih Amimour, Bilal Hadfi, Brahim Abdeslam, Salah Abdeslam qui est encore recherché. Est-ce que la réponse, du coup, c'est d'aller frapper en Syrie? Écoutez, il faut faire la différence entre deux choses. Ce qui se passe opérationnellement sur le terrain, donc dans cette guerre contre le I, effectivement, il y a eu ces frappes en France. Et donc la France, en matière de politique étrangère, en matière de communication politique, elle est obligée de répliquer. Mais est-ce que c'est la réponse? C'est ça la grande question aujourd'hui. Parce qu'il faut aussi se rendre compte que la nature de la menace terroriste a complètement muté, complètement changé
dans les dernières années. Donc aujourd'hui, le terrorisme, il ne vient pas d'au-delà des mers. Comme vous l'avez très bien dit, ce sont des Français, des Belges. À chaque fois qu'il y a eu des attaques aujourd'hui au nom donc, de l'État islamique ici, même au nom d'AQPA, donc d'Al-Qaïda contre Charlie Hebdo, c'était les frères Kouachi, c'était des Français. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'appréhender. Il faut faire la différence entre ce qui se passe sur le terrain d'une manière militaire ou paramilitaire avec leur capacité de nuisance en termes d'opérations terroristes. Donc même s'ils sont sur le recul sur le terrain, ils peuvent toujours être très nuisibles. Regardez les deux tueries qu'il y a eu en Tunisie. Regardez l'avion de ligne russe qu'ils ont fait tomber au-dessus du Sinaï. Ils l'ont fait tomber avec une canette. Absolument. Avec une canette. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'appréhender. Quand on parlait vendredi dernier du recul, du début de la fin, avec la reprise de Sinjar, donc par les Peshmerga, les factions kurdes et les milices yézidis, le soir même, ils ont frappé à Paris avec 7 kamikazes, dont majorité de Français. Absolument. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'appréhender. Donc que la France s'engage en guerre sur un territoire tel la Syrie et l'Irak, c'est une chose, et la capacité de nuisance de ces groupes, qu'ils soient Al-Qaïda ou État islamique ou autres, sur le sol français ou en Occident, c'est complètement autre chose. Alors, Mostafa, j'ai envie de vous poser la question. On a vu que le Conseil français du culte musulman avait bien évidemment dénoncé ces attaques depuis vendredi soir d'ailleurs. Et puis, il y a eu aussi ce texte qui a été distribué à plusieurs mosquées pour pouvoir prêcher et parler de ce qui s'est passé pour la prière du vendredi de cette semaine. La question est, est-ce que les musulmans français, est-ce que les Français musulmans ont peur aujourd'hui d'être stigmatisés suite à cela? On leur avait demandé après Charlie Hebdo de descendre dans la rue, de dénoncer, d'être clair, de se désolidariser. Certains aujourd'hui disent, je n'ai pas besoin de me désolidariser puisque je n'ai jamais été solidaire. Aziza, ils avaient déjà peur au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. Le processus de stigmatisation était là et on leur adressait des regards accusateurs de former à leur insu ce milieu qui est incubateur de tous ces djihadistes. Maintenant, avec ce coup de Daesh sur la France, ils sont terrorisés. Les musulmans de France sont terrorisés parce qu'ils ont peur de l'effet boomerang de la stigmatisation. Ils ont peur d'être l'objet d'actes de violence de la part d'un certain nombre de personnes mues par un extrémisme politique très prononcé. Donc il y a une vraie peur. Alors une vraie peur parce que le but de Daesh et le but de ces attentats, c'est justement de semer la discorde à l'intérieur de la société française, de dresser les communautés les uns contre les autres. Et s'ils y arrivent, ça veut dire que s'il y a des actes de violence contre les musulmans de France qui n'ont rien à voir avec ces actes-là, ça veut dire que Daesh aura réussi. Alors moi, je voudrais simplement commenter un petit peu ce qu'a dit Wassim à juste titre. C'est vrai que Daesh, malgré, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'action militaire internationale qui est à l'œuvre qui va l'arrêter, mais il n'empêche que tous ces Français, tous ces Belges sont inspirés par un seul monstre qui a son nid en Irak et en Syrie. Et si on veut arrêter l'inspirateur, le cerveau, celui qui donne les idées, c'est celui qui lave les cerveaux, il est en Syrie et en Irak. C'est pour ça qu'il faut absolument, bien sûr, il faut lutter sur le territoire européen contre l'extrémisme, contre le djihadisme, mais il faut aussi casser cette machine à créer et à fabriquer le terrorisme. Et cette machine, elle existe en Syrie et en Irak. Alors, est-ce que justement cette machine qui crée ces terroristes existent en Irak ou est-ce qu'il y a aussi une machine qui crée ces terroristes ici en France, Wassim? Il y a les deux. Il faut être conscient de ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, la menace ne vient pas d'au-delà des mers. C'est des Européens qui frappent ici en Europe. Donc, et cette idéologie, elle est complètement dématérialisée. On parle toujours de mosquées salafistes, de recruteurs. Ce n'est plus le cas. C'est fini. Les années Al-Qaïda sont finies. Il n'y a pas de recruteurs et de filières. Il y a des gens qui font des prêts pour aller rejoindre ces groupes. Oui. C'est de ça dont il faut être conscient. La majorité de ceux qui ont frappé ici en Europe voulaient d'abord rejoindre ces groupes là-bas. Et ils reviennent par la suite. Certains reviennent par la suite, comme le fameux Abaoud, qui est revenu pour des raisons très pragmatiques et tactiques, si je puis dire, parce qu'il est le coordinateur, il est loin d'être une tête pensante. Oui. Il est le coordinateur parce qu'il connaît sa ville, il connaît Bruxelles, il connaît les quartiers, il sait où s'approprier des armes via les filières de trafic d'armes. Ceux qui leur ont vendu les armes, ils ne les ont pas vendues pour des raisons politiques, c'est pour des raisons mercantiles. Je dirais même que les trafiquants d'armes, s'ils savaient qu'il allait utiliser ces armes pour des raisons de terrorisme, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait, parce que ça leur amène les lumières et beaucoup de problèmes. Donc c'est de ça dont il faut être conscient aujourd'hui. Alors justement, j'ai envie de vous poser la question, puisque
parce qu'aujourd'hui, la sémantique est très importante. On parle ici en France de menaces terroristes, on parle de salafisme, on parle de salafisme djihadiste, etc. Alors aujourd'hui, on nous explique toutefois qu'il y a beaucoup de salafistes, effectivement, mais que 80% d'entre eux seraient quiétistes et qu'on ne devrait pas s'en inquiéter. Alors, qu'est-ce que ce salafisme français aujourd'hui? Et est-ce qu'on n'est pas en train aussi de découvrir que c'est une étape vers autre chose? Écoutez, comme on disait il y a quelques années, les rouges, et on mettait dans les rouges, on commençait par les socialistes, on finissait par les stalinistes, on ne peut pas dire les salafistes en général. Il y a le salafisme quiétiste, il y a les frères musulmans qui acceptent la démocratie, et il y a le salafisme djihadiste, combattant, qui refuse tout ordre démocratique et qui prône la guerre. Donc c'est des choses complètement différentes. Par exemple, il y a des prédicateurs salafistes, ici même en France, qui sont fustigés et qui sont menacés de mort par les djihadistes. Ça existe. Il y a des salafistes, par exemple, je vous donne un exemple, en Égypte, qui sont pro-gouvernement, qui appellent à voter, qui sont pro-Sisi. Sisi qui est l'ennemi juré, donc des djihadistes au Sinaï. Donc il faut vraiment être précis, comme vous l'avez dit. Il faut voir quel groupe veut, chaque groupe, qu'est-ce qu'il cherche. Est-ce qu'ils sont dans le combat? Est-ce qu'ils acceptent la démocratie? Est-ce qu'ils sont juste dans le retrait de la société? Comme beaucoup de personnes religieuses qui ne sont pas forcément musulmanes dans d'autres religions, il y a aussi parfois cette tendance à se retirer de la société. Donc il faut vraiment faire la différence avant de mettre tout le monde dans le même sac, parce que c'est source d'amalgame et c'est source d'erreur. Parce que si on ne diagnostique pas bien, on ne trouve pas les bonnes réponses. La réponse à apporter ne sera pas la bonne, absolument. Mostafa, au lendemain des attentats de Paris, l'ancien juge antiterroriste Marc Tredvedik avait pointé du doigt les choix diplomatiques de la France. Il a dit qu'aujourd'hui, par exemple, on fait des choix diplomatiques et économiques vis-à-vis d'autres pays qui, du coup, l'emportent un peu plus sur la sécurité. En parlant entre autres de l'Arabie Saoudite, par exemple, puisqu'il nous explique que le wahhabisme est très proche, effectivement, de ce salafisme qui est prôné en France, dont certains, après, deviennent, effectivement, ces djihadistes qui vont aller combattre ou revenir, finalement, combattre en France, finalement. Donc, est-ce que effectivement, aujourd'hui, on n'a pas un problème à faire un choix entre la diplomatie, l'économie et la sécurité? Et c'était tout à fait le contenu de l'intervention de Laurent Fabius, une espèce d'autocritique devant l'Assemblée nationale récemment, quand il a pointé des doigts le fait que s'il y a des gouvernements dont on a la preuve qu'ils financent le terrorisme, il faut prendre des mesures, il faut absolument avoir une réaction dure à leur égard. Bien sûr, pendant de longs mois, il y a eu des rapports, il y a eu des articles pointant un certain nombre de pays qui avaient des positions solidaires avec Daesh. Et l'Arabie Saoudite, et chaque pays pour les raisons qui le regardent. Oui. On avait la Turquie parce qu'elle avait peur des Kurdes, on avait les Saoudiens parce qu'ils voulaient mettre un grave danger pour les Iraniens, on avait les Qataris parce qu'ils voulaient exister contre Bachar al-Assad. Donc chacun avait intérêt à financer Daesh. Alors, Aziza, ce qui est le tournant aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on croyait que Daesh, le danger de Daesh était localisé territorialement et que jamais Daesh n'irait commettre des opérations spectaculaires à type Al-Qaïda. Et que de toute façon, à partir du moment où il y a des Arabes qui se tuent entre eux, ça ne dérange personne. Le danger est localisé territorialement, donc il n'y a pas de danger. Aujourd'hui, avec Paris, c'est ça le tournant, le grand tournant. C'est qu'on se rend compte que Daesh peut commettre des attentats spectaculaires contre les sociétés et contre les civils en France, dans les pays arabes et aux États-Unis. Et donc là, où la prise de conscience est là. Et là, on voit que François Hollande a changé l'échelle des priorités. Daesh est l'ennemi numéro 1. Il va la semaine prochaine à Moscou et à Washington pour justement essayer d'établir une coalition unique pour combattre Daesh, parce qu'on se rend compte que Daesh prend le style d'Al-Qaïda pour s'exprimer par la violence. En une minute, Mathieu, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut revoir un peu... alors là, on a parlé des pays arabes, mais par rapport à la Russie aussi, il faut revoir un petit peu la coopération de la France avec d'autres pays? Est-ce qu'il faut revoir? Je ne sais pas. En réalité, je crois qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre les déclarations qui ont été faites par les hommes politiques français au cours des derniers jours. Pourquoi? La vocation du terrorisme, l'un des mots produits par le terrorisme, c'est justement de faire perdre les pédales aux nations. Même si ces nations sont de vieilles nations ancrées dans la démocratie, ou même si elles ont inventé la démocratie. Rappelez-vous de ce qui est arrivé aux Américains post-11 septembre. Aujourd'hui, l'histoire juge extrêmement sévèrement les mesures qui ont été prises par les Américains post-11 septembre. Le Patriot Act, les interventions hasardeuses en Irak dont on paye les pots cassés aujourd'hui, etc. Je ne vous ferai pas la liste. Mais concrètement,
il faut tout simplement réaliser que ce qui arrive à la France aujourd'hui est un test pour les institutions françaises et les hommes politiques françaises. On va s'arrêter juste là, on reprend juste après le bulletin d'information pour continuer effectivement sur ce point. On revient juste après le bulletin d'information.